à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. L'association monégasque Peace and Sport a organisé ce jeudi une conférence de presse pour dévoiler le programme de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix le 6 avril. Le Yacht Club accueillait ce jeudi matin le petit déjeuner débat du Monaco Press Club consacré cette fois-ci à la médecine anti-âge. Monaco Disease Power organisait mercredi soir son traditionnel dîner de gala, une soirée caritative en présence du ministre d'État. Nous nous rendrons ensuite à la Maison des Océans à Paris pour une conférence sur le mystère du calmar géant. Et pour terminer, nous refermerons ce journal sur des notes musicales avec le Printemps des Arts de Monte-Carlo qui proposait un concert au Conservatoire de Nice. Je vous en parlais en titre, l'association Peace and Sport organisait ce jeudi matin une conférence de presse pour promouvoir la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Cette journée aura lieu le 6 avril. Frédéric Elion nous dévoile le programme. 23 août 2013, l'Assemblée générale de l'ONU déclare le 6 avril comme la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Une journée durant laquelle Peace and Sport, l'organisation pour la paix par le sport, s'était mobilisée l'an dernier en lançant un projet original et interactif, l'opération White Card. Le principe est simple, prendre un selfie avec un carton blanc, symbole de la paix, et le partager via les réseaux sociaux. De nombreuses fédérations et grands champions s'étaient pris au jeu. L'initiative avait touché près de 6 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Cette année, pour cette deuxième édition de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, Peace and Sport réitère l'opération et se mobilise de nouveau avec des actions en principauté. Des actions présentées ce jeudi au Stardec. La principauté, c'est le centre de l'opération 6 avril, donc on espère battre le record de l'an dernier où il y avait 350 programmes qui tournaient dans 90 pays. Mais ensuite, il y a des actions sur Monaco, il y a le rallye Princesse Charlène qui sera mis en place, avec la direction de l'éducation nationale et des sports, qui va impliquer un certain nombre de champions de la paix, les champions Peace and Sport, et qui va toucher énormément d'enfants, je crois à peu près 400 enfants. Ce rallye Princesse Charlène se déroulera au Larvoto. Plusieurs activités seront proposées aux élèves. Un relais de 1200 mètres sur un rameur, une épreuve de solidarité qui consistera à brancarder une victime fictive d'un point A à un point B, et enfin un QCM sur les activités de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et Peace and Sport. En partenariat avec la Fédération internationale d'athlétisme, une opération se déroulera également au Stade Louis II avec de nombreux champions de la paix, afin de faire prendre conscience aux plus jeunes que le sport est un vecteur de paix. Ce jeudi matin, le Yacht Club de Monaco accueillait le traditionnel petit déjeuner débat du Monaco Press Club. Il était question cette fois-ci d'aborder le thème de la médecine anti-âge. Vanessa Dessy nous en dit plus. À l'Égypte antique, on accordait déjà beaucoup d'importance à la beauté. Cléopâtre se livrait chaque jour à un tas de rituels cosmétiques. Aujourd'hui, la quête de l'éternelle jeunesse n'a guère changé. Mais il y a forcément un profil psychologique différent derrière chaque demande. Ces requêtes arrivent généralement à la suite d'une histoire parentale, familiale, amoureuse ou même professionnelle. Les femmes ayant recours à ce type de chirurgie présentent le plus souvent une forme de fragilité. Le but de notre métier, si vous voulez, c'est de rendre les gens plus harmonieux, donc plus heureux. Peu importe le résultat, peu importe la photo qu'on montre avant-après, comment satisfaire un patient ou une patiente de façon private, c'est-à-dire que vraiment pour que lui soit plus heureux. On peut ne pas comprendre certaines fois, mais la plupart du temps, c'est le but. Le but, il est avant tout psychologique. Et là, vous avez raison, il est plutôt d'harmonie. Là, vous avez raison que physique, opérer des seins, opérer des trucs comme ça bêtement. C'est une chirurgie de l'âme, c'est une médecine de l'âme, c'est un équilibre entre l'être et le paraître. Le paraître a pris le pas sur l'être et ça pose un problème terrible. Car on a un challenge incroyable, c'est de faire passer quelqu'un d'une apparence contestée à une apparence espérée. Mais qu'est-ce que c'est que l'apparence contestée? Par qui? Pourquoi? Et l'apparence espérée, mon Dieu, on n'est pas sûr de la définir parfaitement. Donc si vous n'écoutez pas, si vous n'allez pas au fond de la personne, vous ne pourrez jamais imaginer ses espérances et la qualité de vos résultats, puisqu'il faudra qu'elle soit très heureuse, et c'est à vous de le définir avant.
En 15 ans, les hommes se sont tournés vers la chirurgie esthétique et l'envisagent comme une véritable solution à leurs petits défauts physiques. Aujourd'hui, la proportion de demandes d'intervention en chirurgie esthétique équivaut à 1 homme pour 4 femmes. Il y a de plus en plus d'hommes. Les hommes sont en fait très coquets, mais ils sont très doudouilles. Et ils se cachent, ils ne veulent pas, mais ils sont très préoccupés. Je pense qu'ils sont autant préoccupés que les femmes, mais ils passent plus difficilement à l'acte, si j'ose dire. Par contre, dès qu'ils avaient des petites méthodes douces, ils sont d'accord. Ça ne se voit pas, on vient à l'heure du déjeuner pour un rendez-vous d'affaires. Là, ils sont là. Mais ils adorent ça, en fait. Donc, on n'en a pas autant, bien sûr, mais ça augmente de façon considérable, et notamment aussi en consultation d'anti-âge, parce que l'anti-âge est aussi une de nos armes pour l'harmonie entre l'être et le paraître. Et sachez que le docteur Thierry Bézin est également l'un des directeurs scientifiques du 13e Congrès mondial esthétique et anti-âge qui se tiendra au Grimaldi Forum dès ce vendredi. Nous restons dans l'enceinte du prestigieux Yacht Club de Monaco où s'est déroulé mercredi soir un dîner caritatif au profit de Monaco This is Power. Le ministre d'État et de nombreuses personnalités de la principauté sont venus soutenir cette association monégasque. Voyez ce reportage. L'association monégasque Monaco This is Power lutte depuis 2007 pour apporter un soutien et des structures d'accueil aux enfants et adultes souffrant d'handicaps mentaux, physiques ou de maladies mentales. Et afin de soutenir leur initiative, pas moins de 250 personnes ont répondu à l'invitation de ce traditionnel dîner de gala mercredi soir. Lors de cette soirée, une tombola a été proposée aux invités. Les bénéfices ont été reversés au profit de l'association afin notamment de pérenniser les actions réalisées au sein de la maison d'Amélie ouverte en juillet 2013 à Anote. Alors les séjours sont à la carte, parce que la maison fonctionne comme un gîte de vacances, mais avec un équipement de qualité, je dirais, supérieure, et surtout avec une grande flexibilité, une grande adaptabilité pour les personnes souffrant de handicap et particulièrement à mobilité réduite. Donc sur place, il y a toute activité de loisirs, salle de jeu, salle de psychomotricité, balnéothérapie, cuisine d'été maintenant, jardin équipé maintenant, et toutes les activités qui sont offertes par la commune également. Un parrain de prestige était présent pour la soirée, l'astronaute français Patrick Baudry, ainsi que le médecin référent de l'association, le docteur Catherine Barthélémy. Il est important pour eux de faire connaître au mieux cette association monégasque. J'adhère complètement à la cause de l'association Monaco This is Power, qui s'occupe de personnes handicapées, des enfants bien sûr, mais pas seulement, et qui a réalisé cette magnifique maison d'Amélie à Anote, qui est un endroit superbe et qui est une réussite sur le plan de son fonctionnement pour accueillir donc les familles, les enfants et les adultes qui sont handicapés et qui peuvent venir avec leur famille, passer quelques jours, donc avoir un petit peu de répit. C'est très bien organisé, c'est une très belle maison. C'est une organisation qui, sur le plan, on va dire, de la logistique, de l'architecture, des espaces, mais aussi du fonctionnement interne, nécessite vraiment un don de soi. Et beaucoup de personnes se sont associées à ce fonctionnement pour que vraiment toute la sécurité, la qualité de vie et de la qualité d'activité soit la meilleure. La maison d'Amélie est un véritable lieu de vie et de rencontre pour les familles. Ces séjours leur offrent un cadre pour se ressourcer et se reposer. La maison affiche déjà complet pour les prochaines vacances d'été. Direction Paris à présent pour le traditionnel cycle de conférences à la Maison des Océans. Ce mois-ci, l'édifice recevait Angèle Guéra et Michel Ségonzac. Les deux spécialistes sont revenus sur le mystère du calmar géant. Mais avant de revenir sur ce thème, je vous propose d'écouter Nadia Ounaïs qui vous présente ces deux conférenciers. Elle est au micro d'Émilie Rousseau. Ces biologistes souhaitent proposer que le calmar géant soit l'espèce sentinelle, l'espèce phare, la mascotte qui pourrait
porter un petit peu la protection des écosystèmes marins, un peu comme serait le panda pour la faune sauvage. Donc c'est dire que au-delà de l'anecdote du calmar géant, c'est tout ce qui va derrière, sachant que nos deux spécialistes aujourd'hui sont donc des scientifiques qui ont travaillé sur les grands fonds, ce sont des écologistes. Pour ne parler que de Ségonzac, il a créé le CENTOP, qui est le Centre national de tri d'océanographie biologique. Et on a beaucoup entendu parler du CENTOP lorsque on a découvert la vie dans les sources hydrothermales, la vie animale en 1977. Donc, et puis en 2002, les sointements froids, c'est dire quand même l'avancée que cela représente. Vous venez donc de l'entendre, le calmar géant était au cœur de cette conférence. Un animal peu connu des scientifiques, mais qui pourrait pourtant jouer un rôle majeur dans l'écosystème marin. Un reportage d'Émilie Rousseau. Dans la mythologie scandinave, on l'appelait le kraken, une créature fantastique capable d'engloutir des navires entiers. De nombreux marins le craignaient jusqu'à ce que l'on mette enfin un nom sur cet animal, le calmar géant. C'était au milieu du 19e siècle. Depuis, il a été répertorié comme étant le plus grand invertébré de la planète. C'est un prédateur très actif. C'est pareil qu'un cachalot, c'est au même niveau trophique, au même niveau alimentaire. Et après, et comme c'est gigantesque, surtout quand un adulte, l'unique prédateur important, c'est les cachalots, mais aussi le requin dormeur, quelques requins qui sont grands, et quelques écanelles. Le calmar arrive à une centaine de kilos, il n'est pas prédateur possible, c'est tout. Mais nous ne connaissons pas les nombres de calmars qui sont dans l'océan, et alors nous ne connaissons pas si c'est une espèce en danger. Mais ce que nous pensons, c'est qu'il est une espèce emblématique parce qu'il attire l'attention du grand public. Et après, c'est un bon indicateur de la surpêche, et un bon indicateur aussi de la contamination et du changement climatique. Alors, nous pensons que peut-être soit un panda de l'océan profond. Le calmar géant peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long et peser 250 kg. Les récents échouages de cadavres ont permis de lever le voile sur cette espèce dont on connaît finalement peu de choses. Ce n'est qu'en 2012 et après de nombreuses tentatives qu'un Japonais arrive à le filmer pour la première fois dans son milieu naturel. Kubodera est un chercheur japonais dont l'obsession était de rechercher cet animal à tout prix. Faire des images ou une vidéo dans son milieu, de cet animal dans son milieu. Et il a poursuivi, on peut dire, le calmar pendant 12 ou 15 ans. Et donc il a obtenu ses premières photos en 2004. Et c'est en 2012, grâce à une technologie particulière quand même, assez coûteuse, grâce à un sous-marin qui plongeait jusqu'à 900 mètres de profondeur, Discovery Channel, enfin avec des moyens, il s'est donné les moyens, et il a réussi à obtenir cette première vidéo en juillet 2012. C'est une vidéo qui est assez courte, mais qui permet de voir un animal, un très bel animal, comme on ne l'avait jamais vu, avec une peau argentée, chose qu'on ne voyait pas sur des animaux échoués ou pêchés. Cette première vidéo de ce spécimen a été une nouvelle étape pour les scientifiques qui ont pu notamment en savoir plus sur la vie au fond des océans. Mais après plus de 60 ans de recherche, le calmar géant n'a pas encore livré tous ses secrets. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Un mât de 12 mètres de hauteur a été installé sur le musoir de la digue flottante. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ce pylône de couleur blanche et rouge accueillera les équipements de signalisation maritime, une station météo, un radar d'aide à la navigation et des équipements de radiotélécommunication. Un pylône secondaire comportant des répétiteurs de feux de gestion de trafic sera ultérieurement installé sur le musoir de la contre-jetée afin d'assurer la visibilité de ces feux sur l'ensemble du port Hercule. La mise en service du pylône et de ses équipements est prévue pour le début du mois de mai. Du côté de la culture à présent, le service diocésain proposait mercredi au Théâtre des Variétés le spectacle Pierre et Mohamed, Algérie, 1er août 1996.
Cette pièce fait écho à la tragédie survenue à cette date à Oran et rend hommage au message d'amitié, de respect et de dialogue interreligieux de l'évêque Monseigneur Pierre Claverie et de la fidélité de son chauffeur Mohamed Bouchiki, un jeune musulman de 21 ans, lui aussi assassiné. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo organise chaque année dans le cadre de son festival des concerts hors les murs. Il s'agissait cette fois-ci d'un concert un peu particulier. Une trentaine de jeunes pianistes étaient venus célébrer Bach au Conservatoire de Nice. José Sacré revient sur leur performance. Cette jeune pianiste est âgée de 10 ans, élève du Conservatoire national à rayonnement régional de Nice. Elle fait partie des 30 jeunes pianistes de Nice et de l'Académie de musique Fondation Régnier III de Monaco à avoir interprété les 30 variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach mercredi 25 mars au Conservatoire de Nice. Encore une idée originale du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo et de son directeur Marc Monet. Comme vous le savez, nous faisons un gros travail avec les jeunes. Et là, les deux conservatoires, c'est-à-dire l'Académie de musique Régnier III et le Conservatoire national de région de Nice, sont réunis pour ce concert. Aussi, nous avons la journée des conservatoires qui aura lieu à Monaco. Voilà, c'est une forme d'échange que je trouve très sympathique d'ailleurs. Vous savez, c'est une idée de fraternité. La musique est un art de la fraternité, où on se donne la main, où on se tend la main. C'est un art du partage. Alors là, on a décidé de partager une des grandes œuvres de l'histoire de la musique, les variations Goldberg, qui durent 1h30, 1h40, donc c'est une œuvre monumentale, que généralement les pianistes jouent. Il y a un seul pianiste qui joue les 30 variations, et là, on a décidé de partager les 30 variations entre 30 enfants ou jeunes. Et ce qui n'est pas anachronique d'ailleurs, parce que Jean-Sébastien Bach lui-même avait prévu que ces œuvres seraient jouées par un enfant qui avait 14 ans, qui s'appelait Goldberg, d'où le nom des variations de Goldberg. Et quelle était sa mission à ce Goldberg? Eh bien, c'était d'accompagner les insomnies d'un comte qui s'appelait le comte Kaiserling, qui n'arrivait pas à dormir. Alors, c'était une époque où les somnifères n'étaient pas très efficaces. Alors, il avait demandé à un espèce de super somnifère une musique à Jean-Sébastien Bach, qui accompagnerait ces insomnies pendant la nuit. Alors, le problème, en fait, c'est que si cette œuvre est efficace, à la fin, tout le public doit dormir. Et c'est quand même pas notre souhait. C'est un curieux personnage, Jean-Sébastien Bach. C'est quelqu'un qui a une variété, une liberté, je trouve, qui me fascine. Et on aura encore un autre exemple dans le festival, parce que ça, c'est vraiment le summum, c'est l'art de la fugue. C'est-à-dire une œuvre où il n'y a pas d'instrumentation. Donc nous donnerons la version pour piano. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose un aperçu de la météo qui semble très favorable pour les prochains jours. Belle journée printanière pour ce vendredi. Les nuages se feront assez rares, les températures seront douces avec 13 degrés au lever du jour et 17 degrés dans l'après-midi. Samedi, un beau ciel bleu avec quelques nuages isolés. Les températures seront bien agréables avec 12 degrés le matin et 17 degrés pour le reste de la journée. Dimanche, apparition de quelques nuages sans toutefois une dégradation du temps. Les températures seront clémentes avec 16 degrés dans l'après-midi. Et lundi, maintien d'un temps sec et doux. Les températures seront plus hautes que les normales de saison avec 18 degrés au plus chaud de la journée. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Et je vous dis pour ma part à très bientôt sur notre antenne.